Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accueillir avec déjà depuis quelques jours, officiellement, sur le calendrier du moins, c'est l'arrivée du printemps. Reste encore de journées un peu à saveur hivernale. C'est pas pour rien que nos grands moments, puis nos moments nous disent encore en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors c'est peut-être un peu cette vieille adage qu'il faut respecter encore une fois ces jours-ci. Mais par contre, peu importe le printemps, l'hiver, on vous jase nouvelles. Et ça commence maintenant avec la police de Laval qui recherche 2 suspects. La police de Laval, donc, qui demande l'aide du public pour retrouver 2 hommes impliqués dans des fraudes et des vols d'identité dans 2 dossiers qui ne sont pas reliés entre eux toutefois. Dans un premier temps, le 14 janvier, le premier suspect s'est présenté dans un magasin de meubles et d'électroménager. Il aurait alors tenté de se faire financer plusieurs items à l'aide de cartes d'identité frauduleuses. Mais il a finalement quitté les lieux avant qu'on ne lui remette les biens. L'homme recherché est âgé de plus ou moins 40 ans. Il a les cheveux et les yeux bruns. Et dans un deuxième temps, le 17 janvier, un homme a remarqué des transactions non autorisées dans son compte de banque. Après des vérifications effectuées auprès de son institution bancaire, on constate que le suspect a utilisé de fausses pièces d'identité au nom du plaignant pour voler une somme de plus de 5 000 $. Dans ce dossier, le suspect recherché est âgé d'environ 50 ans. Il a les cheveux noirs clairsemés et les yeux bruns. Et toute information qui peut permettre de localiser et d'identifier les suspects peut être acheminée aux policiers au 911 ou bien au 450-662-INFO. Briseur de grève chez Samuel et Fils. Pour la 3e fois en seulement un an chez les métallos, des enquêteurs du ministère du Travail ont débusqué les briseurs de grève dans une entreprise touchée par un conflit de travail, cette fois sur le territoire lavallois. Les enquêteurs ont constaté la présence de 3 briseurs de grève chez Samuel et Fils, une entreprise de transformation métallique dont la centaine de travailleurs ont déclenché une grève pour refuser une clause orphelin désavantageuse pour les nouveaux travailleurs en février dernier. Cela confirme nos doutes d'expliquer le président de la section locale 9441, Alain Paiement, par voie de communiqué. On voit les allées et venues des camions au jour le jour. C'était évident que l'entreprise n'opérait pas seulement avec les cadres. Nos avocats déposeront dans les plus brefs délais une enquête et d'ailleurs une requête, dis-je bien, pour que le tribunal émette une ordonnance, fait valoir la représentante syndicale Sylvie Vaudry. Si l'employeur souhaite redémarrer réellement son usine, il doit revenir négocier sérieusement. Et dans la foulée de cette contravention à la loi du travail, le syndicat des métallos demande à Québec d'insuffler du mordant à sa loi anti-briseur de grève pour qu'elle soit davantage respectée par les employeurs. Notons qu'aucune amende n'est imposée de prime abord aux entreprises où on constate la présence de briseurs de grève. Ces dernières s'exposent seulement à des amendes quand l'ordonnance du tribunal administratif du travail est émise, ce qui peut prendre d'ailleurs un certain délai. Celles-ci peuvent aller jusqu'à un montant de 1 000 $ par jour. C'est ridicule comme montant, fait valoir le coordonnateur des métallos pour la région du Nord-Nord-Ouest, Donald Noël. Les entreprises calculent ça dans leur coût d'opération et l'emportent au paradis. La loi doit prévoir des amendes dès le début de l'offense et celles-ci doivent être suffisamment élevées pour décourager les entreprises. Lors de conflits de travail, seuls les cadres embauchés avant le début des négociations sont autorisés à effectuer d'ailleurs les tâches normalement effectuées par les travailleurs syndiqués. Recours collectif pour l'autoroute 13, changement de demandeur. Les avocats derrière le dépôt d'une demande d'action collective au nom de centaines de personnes coincées pendant plusieurs heures dans leur véhicule sur l'autoroute 13 à Montréal durant la dernière tempête de neige ont annoncé vendredi le 17 mars un changement du demandeur au dossier. Les détails entourant ce changement n'ont pas été fournis. Par voie de communiqué, le cabinet Deveau Avocats a indiqué que l'identité d'un autre plaignant serait dévoilée en début de semaine prochaine. La veille, la demande d'action collective avait été présentée en Cour supérieure du Québec. Elle faisait valoir que des centaines d'automobilistes ont passé la nuit dans leurs véhicules ou dans des véhicules de transport collectif en pleine tempête et sans aucune information sur l'évolution de la situation. La démarche vise la Sûreté du Québec, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal et vise à compenser les membres du groupe pour les préjudices qu'ils ont subis en raison de ce cafouillage inexcusable. Le groupe pourrait être composé d'environ 500 membres. Et la poursuite cherchera à obtenir la somme de 2 000 $ pour chacun d'entre eux, en plus de la de la compensation des dommages matériels subis, selon le document de la demande d'action collective.
J'ai l'occasion de le rencontrer pour la première fois et vous en entendez beaucoup parler. Il est très dynamique avec son parti ici en sol lavallois. Bien sûr, je parle de M. Demers, Marc Demers, maire de Laval, chef du mouvement lavallois qui tenait dimanche dernier un grand rassemblement devant 1000 personnes au Palace ici à Laval. On pourrait y revenir aussi, mais évidemment, je vais vous le présenter. M. Demers, merci d'être avec nous. Grand plaisir de vous rencontrer. Et puis, avant de parler justement de votre programme que vous avez, disons, officialisé dimanche dernier lors d'un brunch avec des militants de votre parti, des gens qui étaient là pour vous accueillir, je veux qu'on revienne sur cette enveloppe d'argent-là que vous avez été capable de recueillir. Bon, on connaît l'histoire de l'ex-maire Vaillancourt qui a fait beaucoup jaser. C'est quoi, aux alentours de 11 millions? Est-ce bien ça? Effectivement. Bon, premièrement, merci de me recevoir. Merci de prendre le temps et aux auditeurs de porter intérêt à la politique municipale. Effectivement, nous, dans notre programme, vous saviez, on avait dit on va mettre fin au désordre. Et une partie de ça, c'était de récupérer des sommes d'argent qui ont été volées. Évidemment, on a récupéré les sommes d'argent de M. Vaillancourt et de d'autres compagnies ou personnes qui totalisent environ 11 millions pour l'instant. Okay. Il y a une partie que je peux parler, M. Vaillancourt. Les autres sommes, la provenance, je suis lié par une entente de confidentialité et par la loi. Évidemment, l'argent qui est recueilli de M. Vaillancourt, on veut la destiner aux citoyens de Laval et plus précisément aux enfants dans le besoin. Okay, alors, il y aura une formule, il y aura une annonce de fait à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que si on prend cet argent-là et on le place dans le fonds général, dans 6 mois, tous les dommages qui ont été faits par la collusion, la corruption ont été oubliés par l'ensemble de la population. Puis vous voulez continuer à militer, vous? On veut que les gens réalisent les dommages qui ont été faits et que ça demeure dans l'esprit collectif pendant quelques années ou assez longtemps pour éviter que ça revienne. Parce que ça a été possible d'une certaine tolérance et on veut éviter ça. Puis on sait que parfois, on met un petit plaster sur un bobo, puis des fois, ça peut malheureusement renaître, rejaillir, si je peux me permettre l'expression. Et vous avez mis des mécanismes aussi en place pour enrayer ça à long terme. Vous avez même, je pense, reçu des prix de l'Union municipalité du Québec. Effectivement. On a créé un bureau d'intégrité et d'éthique qu'on appelle le BL, qui a été un modèle qui est copié, qui travaille avec l'UPAC. On a, au niveau de la vérificatrice générale, on lui a donné des moyens supplémentaires au niveau du budget, au niveau aussi de sa juridiction pour être capable de faire un travail de vérification exemplaire. On a donné des moyens supplémentaires à l'Ombudsman. Okay. On a réduit le pouvoir du comité exécutif, l'emprise du comité exécutif, parce que c'est le comité exécutif qui décidait tout à Ville de Laval. Alors là, tout contrat de plus de 200 000 doit passer au conseil municipal. On a posé plusieurs gestes, ce qui fait que le résultat, aujourd'hui, on a un meilleur code de crédit au Québec. Okay. Par Standard & Poor's. On a gagné des prix de l'ENAP qui a pris Laval comme exemple et qui enseigne ça. L'ENAP étant évidemment l'École d'administration publique du Québec, l'université, et le prix que vous avez mentionné de l'Union des municipalités du Québec. Et on a changé toute la culture. Alors, les employés savent qu'ils ont un devoir de dénoncer, ils ont des moyens de dénoncer et la transparence est au rendez-vous à Ville de Laval. Bien, en tout cas, c'est, je pense, bien accueilli de la part des citoyens parce que la preuve, il y en avait 1000 personnes. Je pense que c'est, sans me tromper, du jamais vu pour la politique municipale au Québec. Là. À ma connaissance, c'est du jamais vu et malheureusement, on a été obligé de refuser des gens de personnes à cause de la capacité de la salle et de l'organisation. Alors oui, c'est un beau cadeau que les gens nous font. Dans le sens suivant, c'est une marque de confiance et les gens veulent qu'on poursuive tous les travaux qu'on a entrepris, que ce soit au niveau de la récupération des sommes d'argent, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de notre plan pour l'économie, stimuler l'économie. Et parlons-en, justement, chantiers. Parce que vous avez dévoilé, justement, une programmation, votre programme pour l'élection dans quelques mois qui s'en vient. Et puis, justement, vous avez développé
plusieurs axes, entre autres Vision 2035. Et pourquoi avoir appelé justement ce nom-là, Vision 2035, et viser ce chiffre-là, cette année-là 2035? Écoutez, n'importe quelle administration, il y a une question de planification. Alors, la question de planification, c'est que tu dois te donner une vision stratégique à long terme. Alors, quel genre de ville on désire pour les citoyens de Laval d'ici 2035? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les citoyens dans le coup. On a consulté nos citoyens. Il y a eu plus de 5000 citoyens qui ont consacré des soirées à coût de 4 heures pour venir nous dire ce qu'ils désiraient. Comme des assemblées de cuisine, finalement. Des assemblées dans différents secteurs de la ville pour établir un schéma d'aménagement. C'est quoi un schéma d'aménagement? C'est comment veut-on développer Ville de Laval? Alors, les citoyens nous ont dit, on veut protéger nos boisés, on veut protéger nos berges, on veut protéger la nature, on veut une économie dynamique, innovante et la prospérité. On veut des maisons d'enseignement. On veut être capable d'habiter Laval, de travailler à Laval, d'étudier à Laval et de s'amuser à Laval. Donc, de développer aussi une offre culturelle. Et c'est sûr que là, on voit beaucoup le centre-ville se développer. Ce sera, je pense, peut-être un bon défi, c'est sûr, vous saurez m'en parler, mais de développer cet aspect-là vert, de garder, conserver nos espaces verts, mais en même temps d'assurer ce développement-là qui est très... Il y a beaucoup d'effervescence avec la Place Belle, avec ces choses à proximité aussi. Donc, comment vous voyez cette espèce de dualité entre les espaces verts, mais en même temps, on doit développer Place Belle et autres? Alors, c'est un jeu d'équilibre à différents niveaux. Évidemment, vous l'avez dit, le respect de Mère Nature dans les services modernes. Des services qui permettent d'être centralisés, ce qui veut dire des installations fortes, tout en ayant des services dans chacun des districts. Je vous donne un exemple. On veut faire une grande bibliothèque. Alors, on va redéfinir la notion de bibliothèque. Mais il va y avoir des bibliothèques satellites tout le long qui pourront permettre à chaque citoyen de se rendre à la bibliothèque satellite et de bénéficier de tous les services qu'une grande bibliothèque offre. Alors, il y a ça. On a beaucoup d'athlètes qui s'illustrent sur le plan national, international, prenant plongeon. Oui, ben oui. Ils sont obligés, tout ce qui est natation, plongeon, aller s'entraîner à l'extérieur de Laval. Ils payent des taxes à Laval. Alors, on va avoir un centre aquatique. Le projet qui a été approuvé. Effectivement, qui a été approuvé, qui va permettre et à nos athlètes d'élite de s'entraîner et en même temps de recevoir les familles, les enfants, parce qu'il va avoir accès à cette piscine-là, à des jeux d'eau. Et en même temps, il y aura des piscines dans différents districts qui vont permettre un service de proximité. Donc, un service central important, mais avec le service de proximité. Alors, c'est un jeu d'équilibre dans tous ces secteurs-là. Et je dois vous amener absolument sur... parce que la Ville de Laval, non seulement se développe rapidement sur ses infrastructures et autres, mais sur le plan de l'accroissement de la population également, ces besoins sont créés parce qu'il y a une population qui, ici, vient en masse. Beaucoup de communautés aussi, on est une ville très cosmopolite et vous avez aussi un plan précis pour créer des centres communautaires pour, dans le fond, faire que les différentes cultures se métissent ensemble, convergent ensemble et socialisent ensemble. Alors, à titre d'exemple, il y a plusieurs leviers pour ça. Et on travaille avec nos grands partenaires, les commissions scolaires, les maisons d'enseignement, cégep, université. Et il y a une politique du développement social qui est en train d'être rédigée avec tous les grands partenaires, le CI3S et les grands partenaires. Oui, commission scolaire. Alors, ça, c'est important. Il y a des leviers aussi qu'il faut se servir. Nous, on a fait le choix que la culture est un levier pour l'économie, pour l'intégration. Alors, on a fait les fêtes du 50e, où on pouvait avoir des gens de tout horizon. Et ça fut un grand succès. Puis il y a encore des belles traces de ça là, dans... Effectivement. Partout. Et à chaque année, on fête la fête nationale, le 24 juin. J'invite tout le monde, d'ailleurs, au Centre de la nature et aux fêtes de quartier le 24 juin. Écoutez, la population lavalloise est celle qui répond le mieux. Et c'est la plus grosse manifestation après Montréal. L'année passée, on attendait 50 000 personnes à la fête nationale au Centre de la nature. On en a eu 70 000. Et j'étais une de ces 70 000 personnes-là. Et effectivement, alors, la population répond. Par le fait même, c'est une demande et on doit travailler dans ce sens-là et mettre des mesures pour accommoder
toutes les différentes cultures, différentes cultures et niveaux de population. Il nous reste peu de temps, mais en 30 secondes, la prospérité économique, ça fait partie aussi des plans de la ville. Il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, par exemple, ici. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets en développement et d'axes que vous voulez développer chez le Mouvement Lavallois? Effectivement, le succès de la ville passe par le succès des gens d'affaires. Les services qu'on peut se payer, comme le transport en commun gratuit, ça passe par les taxes que les gens d'affaires paient. Oui. Alors, on a une stratégie, un plan, on a plusieurs programmes mis en œuvre et Desjardins a dit que l'économie lavalloise était à être une des plus prospères dans le secteur du Québec. Bien, ce sera bien sûr à voir au cours des prochains mois. Le programme qui est dévoilé donc du Mouvement Lavallois, M. Demers, autant en tant que chef du Mouvement Lavallois et maire de Laval, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Et les conseillères, justement, sécurité financière, elles viennent nous parler de manière sporadique à l'approche des impôts, à l'approche de choix à faire, à l'approche du printemps aussi. Souvent, on s'en va en appartement, on veut s'acheter une maison, on a plein de projets en tête, plein d'ambitions. Et j'ai le plaisir de renouer encore une fois avec Monica Chukassi. Allô, Monica? Bonjour, ça va bien, Ça va bien vous-même? Très, très bien. Merci de prendre le temps de nous éclairer encore une fois pour ce qui est de ce sujet qui est toujours d'actualité, peu importe le moment de l'année, par exemple, celui qu'on aborde. La question du testament, si l'un des deux conjoints ou la conjointe décède, il y a beaucoup de la population québécoise qui n'est pas protégée actuellement. Oui, présentement, il y a à peu près 50 des Québécois qui n'ont pas de testament. Et malheureusement, c'est extrêmement grave au niveau des conséquences, surtout si vous avez des enfants mineurs. Oui, et concernant aussi le fait que les Québécois, beaucoup de couples qui ne sont pas mariés. Oui. Les conjoints de fait. Donc, il n'y a aucune protection. Ça, c'est une des premières protections que tout le monde devrait avoir. Parce que si c'est le gouvernement qui décide pour vous, je pense que vous ne serez peut-être pas content de leur décision. À ce moment-là, vous pouvez vraiment décider de qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour les gens que vous aimez. Donc, si on n'est pas marié, la meilleure façon peut-être de se protéger serait d'avoir le testament. C'est la première façon. C'est la première chose. Oui, c'est la première chose, oui. Puis pour les enfants aussi, pour justement leur assurer un avenir aussi qui est digne finalement, là, pour peut-être l'éducation ou autre dans les années futures. Et comment les protéger, ces enfants-là, justement, si on tombe un père monoparental? Bien souvent, on prend une situation standard. Alors, jeune famille dans la trentaine, un premier bébé. Alors là, tout est beau, tout est merveilleux. Hein? On prend des tonnes de photos, on ouvre un régime d'épargne-études, on met un 100 $ par mois. Après ça, mais là, il arrive un autre bébé, il arrive la maison. Moins de photos. L'album de photos, moins de photos, moins d'implications financières parce que là, on alourdit notre charge financière avec la maison, l'hypothèque, la tondeuse, les voyages, etc. Donc, on ajoute de la pression sur le couple, mais sur notre... Alors, le deuxième enfant va être lésé, puis souvent, on réajuste pas. Et là, c'est sûr que la dernière chose auquel les parents ont pensé, c'est le décès d'un des conjoints. Ou de l'autre, oui. Parce qu'on est tellement, on le sait, tellement imprégné dans la vie du quotidien, stressé, on pense pas à ça. Mais quand ça survient, justement, malheureusement, ça arrive évidemment de temps à autre, faut se protéger. Est-ce que c'est le régime d'épargne-études? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de le voir, ce régime d'épargne-études, pour pouvoir donner le meilleur avenir possible à nos enfants? C'est sûr qu'au départ, on va bâtir un régime familial. Donc, peu importe le nombre d'enfants qui arrivent, on a juste à le rajouter, puis il va profiter du même fonds, si on veut, qui peut être départagé. Par contre, c'est sûr que le premier enfant qui a 18 ans ou le premier qui va aller à l'école, c'est lui qui va profiter du montant en premier. Alors, ce qui peut arriver, s'il y a un décès, plus de bonheur, bien, il y a un des enfants qui peut profiter énormément de certaines situations financières. Par contre, l'autre enfant pourrait être lésé. Puis selon son âge, peut-être aussi, je ne sais pas si, justement, par exemple, si l'autre est en bas de 5 ans, est encore considéré comme un enfant, l'autre est considéré comme un adulte. C'est sûr qu'à 18 ans, vous êtes adulte. C'est ça, adulte. Mais avant ça, vous êtes toujours un enfant, vous êtes un mineur. C'est ça. Donc voilà, on peut pas... Est-ce que ce serait d'avoir des assurances? Est-ce que c'est une rente? Comment on peut... Bien, la première chose,
chose, on a dit, le testament pour spécifier exactement de quelle façon on veut que nos biens soient répartis. Si on a des jeunes enfants, mais c'est sûr qu'on peut même décider de quelle façon ça va être réparti dans le temps. Alors, on peut dire à ce moment-là, je veux qu'ils aient une rente, le montant soit réparti sur 20 ans, sur 10 ans, tel montant à 18 ans. Alors, à ce moment-là, on peut vraiment contrôler la façon dont le montant d'argent est donné. Dépendamment, des fois, il y a des enfants qui sont un petit peu plus... disons dépensiers, peut-être. Légers. C'est ça, exactement. Moins, ils sont peut-être moins rigoureux sur le plan financier. Puis est-ce que ce serait d'y aller, concernant, par exemple, une assurance? On jasait de ça hors d'onde, et je trouvais ça intéressant parce qu'on ne peut pas nous imposer, c'est ça que vous me disiez, sur les assurances, c'est ça? L'assurance, premièrement, il n'y a pas d'impôt quand vous recevez un montant d'assurance. Alors, imaginez, vous avez pris une assurance, dans le fond, premièrement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dette qui soit laissée aux survivants. Alors, si vous êtes responsable d'une dette, mettons, vous avez une hypothèque à 2, puis vous dites, bon, mais au moins, je vais être responsable de la moitié du montant, donc on calcule 100 000. Ensuite de ça, bien, vous voulez que les enfants maintiennent leur niveau de vie. Donc, calculez la part de votre revenu dont ils ont besoin dans le présent. Continuer à vivre. Exactement. Alors, si vous n'êtes plus là, ils pourront pas... ils n'auront pas à changer leur niveau de vie. Ils vont continuer. Ils vont avoir de la peine, mais au moins, ils n'auront pas l'obligation d'être dans la rue ou de vivre dans un 2,5. Et l'impôt ne viendra pas non plus gruger sur ce montant-là? Non, parce qu'on a payé avec de l'argent déjà imposé. C'est ça. OK. Alors, et c'est très rapide. C'est à l'intérieur de 30 jours, vous avez le montant d'argent. Donc, vous pouvez faire face à toutes les situations, continuer la vie comme tous les jours. Parce que les billes continuent à passer. Oui, effectivement. Effectivement. Des fois, c'est ça. Des fois, la liquidation des biens, des fois, ça prend peut-être 6 mois, 1 an pour régler ça. Ça peut être extrêmement long. Les factures continuent. Moi, j'ai vu des histoires de 3, 4 ans. Alors, pendant ce temps-là, tout est gelé. Vous n'avez pas accès à rien. Alors, l'assurance, c'est la seule façon de pouvoir avoir un montant tout de suite pour régler une situation, pour être sûr qu'il n'y a aucune dette, qu'on a de l'argent pour l'enterrement. Pour assurer, c'est ça, les trucs de base qui continuent. Mettons que ça allège la perte. Il nous reste peu de temps, puis je veux absolument qu'on parle de ce 3 ans de vie commune aussi. Oui. C'est important parce que, bon, on aurait pu aborder la fiducie, mais on y reviendra dans une autre chronique, si vous le voulez bien, parce que je trouvais que c'était intéressant pour les couples. Il y a une règle qui est imposée là, pour les 3 ans de vie pour commune. les couples mariés, à ce moment-là, quand vous avez, mettons qu'il y a un fonds de pension, si c'est un fonds de pension qui est régi par une autorité provinciale, mettons quelqu'un qui aurait un fonds de pension d'une école ou d'un hôpital, à ce moment-là, vous avez besoin d'avoir 3 ans minimum de vie commune pour pouvoir en profiter. Dans le cas d'un fonds de pension qui viendrait, exemple, d'une banque qui est régie, c'est sous juridiction fédérale, à ce moment-là, on parle d'1 an de vie matrimoniale. Donc, alors, dans le premier, on parle de vie commune, tandis que dans le deuxième, on parle de vie matrimoniale. Oui, c'est la nuance qui est importante à apporter. Oui, la nuance est très importante, mais à ce moment-là, vous avez une partie du montant qui vous revient. Oui. Merci énormément. Je dois arrêter là, mais ça a été un grand plaisir, encore une fois, Alexandre. de jaser avec vous. Merci. Perquisition au syndicat des chauffeurs de la STL. Une perquisition qui a eu lieu mardi, le 14 mars, au syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval concernant une affaire de fraude. C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs la police de Laval. À 8h30, des policiers se sont présentés au siège social de la STL où se trouvent aussi les bureaux du syndicat. Cela ne concerne pas l'administration présente, mais plutôt la période de M. Ouimet, a indiqué François Joly, président du syndicat, affilié au syndicat canadien de la fonction publique. Richard Ouimet a été président du syndicat des chauffeurs de la STL de 2004 à 2015. Dans une communication interne diffusée aux 580 membres, le syndicat dit offrir sa pleine collaboration concernant l'enquête en cours. En 2015, le SCFP et l'unité syndicale avaient fait des vérifications financières concernant le bureau de Laval et par la suite, le SCFP avait mis l'unité sous tutelle, une tutelle toujours en vigueur, a rappelé M. Joly. Invité à réagir à la perquisition qui avait lieu ce jour-là, Richard Ouimet a dit qu'il ne savait pas ce qu'on lui reprochait. S'il y avait des gros comptes de dépenses au syndicat, tout a été approuvé par l'Assemblée. Moi, j'avais un salaire du syndicat et j'avais certaines conditions qui ont été votées par tout le monde. Ce qu'il me reproche, je ne le sais pas. Vous avez l'air d'en savoir plus que moi, c'est ce qu'il a indiqué à TVA Nouvelles dans une entrevue téléphonique. En avril 2016, le Journal de Montréal révélait qu'un climat d'intimidation d'ailleurs régnait entre les chauffeurs en lien avec leur affiliation syndicale. Et dans l'article, Richard Ouimet, il dénonçait notamment un climat de peur envers les chauffeurs qui voulaient s'associer alors.
à la CSN. En mars 2015, la STL avait même suspendu temporairement une demi-douzaine d'employés pour intimidation ou harcèlement. Il avait notamment été filmé en train de menacer verbalement un autre employé. Puis d'ailleurs, pour le paraphraser, je vais te calisser mon poing sur la gueule. Envoie, viens-t'en, pouvait-on l'entendre dire. Le SCFP et la STL ont préféré ne pas commenter le dossier pour le moment. L'Union des forces, une stratégie gagnante pour A2 Design. Les firmes A2 Design et Spatium ont allié leurs forces. C'est maintenant sous l'appellation d'A2 Design qu'elles amplifient leur créativité spécialisée en design intérieur et architecture. A2 Design et Spatium ont fusionné leurs savoirs et talents afin d'offrir un service multidisciplinaire intégré en architecture, architecture de paysage, design urbain, design intérieur, communication et image de marque. Leur champ d'expertise couvre divers secteurs, commercial, corporatif, médical, résidentiel, industriel, culturel et divers autres secteurs d'activité. Elle se positionne ainsi parmi les grandes firmes en design et architecture en offrant une approche client personnalisée. Leurs bureaux de Montréal et Laval, d'ailleurs, ont acquis une solide réputation au Québec depuis les 25 dernières années. C'est ensemble qu'ils poursuivent leur croissance dans les marchés locaux et même internationaux. Son expertise s'appuie sur des années de validation et de réalisation tout en restant à l'affût des dernières tendances et technologies. Plusieurs collaborations sur divers projets dans les dernières années, d'ailleurs, ont mis en relief leur vision commune de la gestion de projets et des méthodes de travail. L'union des deux entreprises s'inscrivait dans la suite logique de la révolution qui leur permet aujourd'hui de proposer un large éventail de services connexes et complémentaires. Très intéressant ce sujet parce que dans notre entourage, on a probablement tous été d'ailleurs touchés par ça. On connaît quelqu'un qui a été greffé, par exemple, et il est chef du service de l'enseignement et du développement hospitalier chez Transplant Québec. J'ai l'occasion de pouvoir parler de greffe, notamment de dons d'organes, avec M. Hugues Villeneuve. Bonjour, M. Villeneuve, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Transplant Québec, qui est comme l'organisme qui est chapeauté, finalement, chapeaute tous les dons d'organes, les greffes qui se fait au Québec. Expliquez-nous un petit peu le modus operandi, finalement, de Transplant Québec au quotidien. Le Transplant Québec, on a plusieurs volets. Bien sûr, on gère la liste d'attente unique au Québec, dont tous les programmes de transplantation nous acheminent leurs patients pour être sur la liste d'attente. Donc, c'est nous qui font la gestion de la liste d'attente. On coordonne les dons d'organes quand un hôpital nous appelle pour un donneur potentiel. Donc, vous pouvez faire le lien entre les centres hospitaliers? On ouvre une référence et là, on va voir si le donneur est admissible. Quand on avance dans le processus du don d'organes dans un hôpital, on communique avec les centres de transplantation pour leur dire qu'on a un donneur potentiel dans tel hôpital et qu'on a un organe à offrir pour leurs patients sur la liste d'attente. OK. Et les éléments de base, tu sais, par exemple, pour qu'on soit capable non seulement de donner, par exemple, un rein, et pour pouvoir recevoir, par exemple, ce rein-là, si je prends l'exemple du rein, est-ce qu'il y a des critères de base entre greffé et greffeur, là, si je peux me permettre comme ça? Là, c'est sûr qu'il y a des critères pour être sur la liste d'attente. Ce sont les programmes de transplantation rénale pour lesquels ils reçoivent des consultations pour des gens qui ont des insuffisances rénales là, terminales, qui sont dialysés. La grande majorité sont dialysés quand ils sont sur la liste d'attente. Et nous, dès qu'on a un donneur compatible, bien sûr, il y a une histoire de compatibilité et d'urgence sur la liste d'attente, on communique avec le centre pour lui offrir le rein pour son patient. Okay. Et là, c'est l'équipe de transplantation qui prend la décision selon le patient en attente et l'organe qui est offert. Okay. Et est-ce que ça se fait... tu sais, on a une population qui est très vieillissante. Est-ce que l'âge du patient peut faire une différence? Est-ce qu'on peut greffer, par exemple, un rein d'une personne de 75 ans à une autre de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans? Ça, on ne fera pas ça, là, particulièrement en rein, parce que, bon, les gens sont greffés longtemps. L'équipe de transplantation, on va prendre un donneur plus jeune. C'est sûr pour des patients pédiatriques qui sont en attente de greffe. C'est clair qu'ils ne prendront pas un donneur de 50, 70 ans et plus pour des jeunes receveurs. Par contre, on a des gens âgés sur la liste d'attente aussi. Oui, mais c'est ça. Maintenant, ils ont déjà des retraités en santé qui sont en dialyse. Puis que, oui, les gens vivent plus longtemps. Oui, alors si on les greffe, c'est bien pour eux puis c'est bien pour la société. Donc, on va avoir des donneurs plus âgés pour ces gens-là. OK. Et les donneurs sont de plus en plus âgés aussi. C'est ça. La moyenne d'âge, ça va avec la société. Les dons d'organes, la population vieillit, donc nos donneurs sont plus âgés. En moyenne, c'est 52 ans, l'âge moyen. Mais la majorité de nos donneurs, c'est entre 40 et 70 ans. 70 ans. Et ça, bon, on le parlait, c'est du vieillissement de la population, mais je regardais aussi une statistique, les refus de la part des familles. Quand, par exemple, la personne décède, ça a diminué pour une deuxième année.
passant de 26 à 21 À quoi on attribue ce changement de plus en plus de familles qui donnent le OK, le feu vert pour qu'on donne des parties des corps de leurs parents, par exemple? Écoutez, la sensibilisation, bien sûr, on est ici aujourd'hui, on apprécie, les journalistes font leur travail dans ce sens-là. La formation des professionnels, on a offert beaucoup de formations dans les 5 dernières années, on a mis des procédures en place. On essaie de mobiliser les gens dans les hôpitaux. Le travail, c'est dans les hôpitaux en don d'organes. Donc, il faut que les gens soient en mesure de reconnaître un donneur. Et là, j'insiste sur ça, reconnaître un donneur, parce que les donneurs, c'est rare. C'est pas quelque chose... Ils n'ont pas des donneurs. On n'a pas des donneurs à tous les jours dans un centre hospitalier. Certains hôpitaux, là, c'est moins de 10 donneurs, moins de 5 donneurs par année. Par année? OK. Selon la région, selon la région, bien sûr, vous avez des grands hôpitaux, des centres de traumatologie, des centres qui font de la neurologie chirurgicale. Ils ont plus de donneurs qu'un petit hôpital régional. Ouais. C'est clair, la population est plus petite. Et par contre, la rareté des donneurs fait qu'on doit être chaque hôpital au Québec doit faire son travail en don d'organes. C'est de signer la carte? L'élément de base. Ce qu'on demande aux gens de la population, c'est pas à eux à dire « Hey, est-ce que mon membre de famille est un donneur potentiel? » Ça, c'est aux professionnels. Par contre, on demande aux gens, dites-le à votre famille, signez vos cartes, inscrivez-vous dans les registres de consentement en place au Québec. Okay. On a 2 registres de consentement au Québec, celui de la carte d'assurance maladie. Bien, oui. Quand vous renouvelez votre carte, maintenant, depuis... Là, on peut signaler en dos de la carte, là? Il y a signal en dos de la carte. Plus que ça, il y a un registre de consentement. OK, il y a un registre. Il y a un formulaire, vous le signez quand vous renouvelez votre carte d'assurance maladie, vous retournez ça avec votre renouvellement et vous êtes inscrit dans un registre provincial de donneurs d'organes. Je sais qu'il y a une question, c'est des fois de testament. On peut l'écrire dans un testament. Deuxième registre. On a celui de la RAMQ, on a celui de la Chambre de notaire des Québec. Si vous allez acheter une maison aujourd'hui, vous allez faire vos papiers, ils vont vous l'offrir. Ils collaborent avec nous depuis plus de 10 ans. On a près d'1 400 000 personnes d'inscrits au registre des notaires, 2 700 000 avec celui de la carte d'assurance maladie. Tout ça, à peu près, là, pour 4 personnes sur 10 au Québec qui ont fait savoir leur intention et qui sont dans les registres. Qui pourront faire ça. Et ça, c'est un impact sur les refus de famille. Bien, oui. Et est-ce que d'investir n'est pas aussi rentable? D'investir, c'est-à-dire de l'argent dans ce domaine-là, de Transplant Québec, puis de continuer à faire de la recherche et tout ça, c'est en quelque sorte, j'imagine, de continuer à perpétuer la vie, de poursuivre la vie de la population active aussi. Tout à fait. Le don d'organes, c'est un geste d'altruisme, un geste d'entraide sociale. On ne connaît pas la personne qui va recevoir et on donne. L'être humain veut aider, on donne la vie. Et le don d'organes, ça arrive dans des conditions de stress aigu. Un donneur d'organes, c'est pas quelqu'un qui est malade sur plusieurs mois, qui est à l'hôpital, qui est chez lui. Et là, le don d'organes vient dans la discussion là, sur un long laps de temps. Le don d'organes, vous êtes ici aujourd'hui, vous travaillez, vous avez une rupture d'anévrisme au cerveau, vous tombez inconscient, on vous transporte d'urgence à l'hôpital. C'est toujours des situations où la famille se déplace à l'hôpital. Et là, c'est un stress majeur, c'est entre la vie et la mort. C'est dans des conditions comme ça que les professionnels vont approcher les familles pour offrir l'option du don d'organes. Si on n'en a jamais parlé en famille, si on n'a aucune idée de ce que l'être cher veut dans cette condition-là, c'est difficile. C'est plus difficile pour les familles de prendre une décision. Tout à fait. Et certains nombres de ces gens-là, dans l'inconnu, vont s'abstenir. Aussi. Et là, on perd une option de don et potentiellement quelqu'un décède. Puis parfois, on peut préserver 5, 6 vies. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà lu ça quelque part avec le corps d'une personne défunte. Alors, c'est donné, quand on disait d'investir, ça investit dans plein de vies et ça peut continuer. Financièrement également. Ouais. Encore là, ça, c'est important. On est dans des conditions difficiles financièrement. Le système de santé coûte de plus en plus cher. Par contre, quand on greffe quelqu'un, particulièrement en greffe rénale, on économise là, en moyenne 50 000 par année. En traitement? En traitement. Si je compare un patient qui est en dialyse, qui va 3 fois par semaine en dialyse, qui est suivi par une équipe médicale, autant matériel que pour le personnel, comparativement à quelqu'un qui est greffé, qui est chez lui, qui a un suivi médical, bien sûr, on économise 50 000. Donc, l'an passé, seulement avec les greffes rénales au Québec, on a économisé 13 millions de dollars. C'est vraiment... Et ça, c'est récurrent chaque année. C'est vraiment quelque chose de Donc, à chaque année, le montant augmente parce que ces gens-là gardent leurs reins pendant plus de 10 ans en moyenne et retournent travailler. C'est ça, donc ils sont toujours... Et repaient des impôts activement. Et contribuent à ça, c'est la pas, société. C'est pas dans le chiffre de 13 millions, là, mais c'est en plus. C'est en plus. Bien, merci beaucoup de nous en parler. Ça fait grand plaisir. C'est le temps qu'on a, mais véritablement, Transplant Québec, c'est déjà au bas de l'écran. Toutes les coordonnées y sont. Merci beaucoup de nous parler, M. Villeneuve. Merci infiniment. Merci.
Des élèves qui ont choisi durant une semaine de relâche de ne pas se lever à 11 h ou à midi, non, qui ont décidé de s'impliquer de façon sociale et vraiment, c'est très inspirant. Ce dont on va jaser dans les prochaines secondes, ces élèves de l'école Curé Antoine Labelle, qui, en collaboration avec la Soupière Sainte-Rose, justement, sont allés à la rencontre des gens dans le besoin. J'ai en ma compagnie, c'est Brianna Tepé. Oui. Voilà, je l'ai bien dit. Julie Le Talec, allô, et aussi Daven Joël Dungo, mais déjà qu'on est bro, DJ Dungo. DJ Dungo. Voilà, c'est fait. Expliquez-nous un peu cette idée. Donc, vous êtes allé à la rencontre le 6 mars dernier de personnes dans le besoin, en nourrissant, entre autres, en donnant de la nourriture à des personnes dans le besoin qui, donc, ont peut-être pas nécessairement un repas à tous les jours. C'est ça? Oui. Donc, d'où est venue l'idée, finalement? Eh bien, comme vous le savez, à Curé Antoine Labelle, il y a plusieurs comités et plusieurs conseils étudiants. Et cette idée de, justement, créer un comité sous-populaire où les gens dans le besoin du quartier de Sainte-Rose recevront un repas gratuit, naît en fait de discussions qu'on avait entre nous il y a de cela 3 ans. Des discussions qu'on a entre nous. Et cette idée est née, mais pourquoi ne ferons-nous pas un comité sous-populaire en partenariat avec la Soupière Sainte-Rose qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, voilà où est née cette idée. Et depuis 2 ans, le projet se refait à chaque année. Donc, puis, est-ce que cette année, ça a bien été? Est-ce que les retombées ont été positives de ce que vous avez constaté? Ça s'est super bien déroulé. Tout a été planifié, tout s'est bien déroulé pour la préparation. Quand le monde sont arrivés, c'est sûr qu'on a été un peu déçus du nombre de personnes. Sauf qu'en même temps, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a moins de personnes défavorisées dans le quartier. Donc, de ce côté-là, on s'est dit, il y a quelque chose... Mission accomplie. Oui. Et vous aviez prévu initialement nourrir de combien de personnes environ? On parlait environ d'une centaine de personnes. On a eu de 30 à 50 personnes. Quand même, c'est quand même considérable. Je pense que d'aider une personne, c'est déjà quelque chose de bien, de pouvoir nourrir une personne. Donc, vous en avez aidé de 30 à 50. C'est une très belle implication. Oui, vas-y. Pour répondre un peu à cela, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, ça a permis aussi que nous, les organisateurs, puis tous les participants, on s'asseye avec les invités qui étaient là, puis on jasait avec eux. Et en même temps, on apprenait un peu de ce qu'ils ont vécu. Puis ça nous faisait aussi un certain bagage qu'on va traîner tout au long de notre vie. Et de voir ça, vous, des personnes qui n'ont peut-être pas la chance que vous avez justement d'avoir une éducation, c'est-à-dire de manger 3 repas par jour, de pouvoir prendre même une douche. Hein. Des fois, c'est des personnes qui ne peuvent pas le faire à tous les jours. Est-ce que ça vous a un peu changé? Est-ce que ça a changé un peu votre perception de certaines choses? Eh bien, moi, personnellement, je me suis trouvée particulièrement très chanceuse d'avoir toutes ces richesses-là, tous ces trucs-là que j'ai et que ces personnes-là n'ont pas toujours eu. Fait que je me sentis vraiment chanceuse et, pour vrai, je remercie pour vrai tous ces besoins-là, tous ces biens-là que j'ai. Que tu as au quotidien, finalement. Exactement. Et pour toi, Julie? Moi, j'ai été frappée. Je ne m'attendais pas à ce que le monde soit autant défavorisé. Moi, je m'attendais comme que les besoins primaires étaient déjà comblés, mais on s'est vraiment rendu compte avec nos cadeaux, avec nos choses comme ça, que le monde, c'est au quartier Sainte-Rose, c'est vraiment quelque chose aussi. Parce qu'on pense parfois que c'est à Montréal, que c'est au centre-ville de Montréal et que c'est pas dans une ville comme ici, un peu plus de banlieue, avec des quartiers, les gens se connaissent ou à peu près tous là, dans les quartiers résidentiels. C'est plus tranquille aussi, souvent comme rythme de vie, mais c'est justement pour toi, DJ, je vais t'appeler comme ça, plus facile. Toi aussi, j'imagine, ça a été frappant. Oui, en effet, ça m'a permis de réfléchir qu'il faut aller sur le terrain pour ressentir puis se faire changer. On peut pas juste rester dans notre salon puis voir ça puis se dire « on » puis rester là puis rien faire. Là. C'est en faisant des actions concrètes qu'on arrive à réaliser des choses. Comme celle que vous venez de faire. Ouais. Comme celle que vous venez de faire. Puis vous avez nourri non seulement les... faut le préciser, là, donc les personnes qui sont venues vous voir, c'est entre 30 et 50 personnes, mais aussi vous avez donné des cadeaux, je pense. Ouais. Exactement. Donc, nous avons demandé la générosité des élèves et du personnel de l'école Curé Antoine Labelle d'apporter un cadeau neuf ou des vêtements neufs qu'ils avaient chez eux et qu'ils n'utilisaient pas. Et avec ces cadeaux, nous avons fait une distribution, ouais. Mais plus une table de cadeaux. Okay. Et les personnes qui étaient présentes pouvaient venir choisir eux-mêmes leurs cadeaux qui allaient selon leurs besoins. Et ils repartaient justement avec ce petit présent-là. Et donc, puis contribution financière, je pense que vous vouliez remercier des gens aussi là, pour avoir tenu cette activité-là, je pense. Oui, donc on remercie beaucoup le député de Sainte-Rose, M. Jean Bell, qui nous a donné une subvention de 1 000 $ et qui a pu
faire en sorte que nous réalisons ce projet cette année. Est-ce que cet événement du 6 mars dernier vous a donné envie de récidiver, non seulement l'an prochain, mais sur d'autres axes pour aider les personnes dans le besoin, justement? Oui, vraiment. Moi, selon moi, je pense qu'avec les années au secondaire, j'ai maturé et je me suis rendu compte que si on veut vraiment une communauté, une société qui s'entraide, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est avec des projets qui nous tiennent à cœur. C'est pas en se faisant imposer du bénévolat, mais vraiment en voulant aider. En allant sur le terrain, oui. En étant proactif. Oui. Bien, bravo à vous trois. Je sais que vous étiez plusieurs dizaines d'élèves aussi à vous impliquer de l'école Curie-Antoine Labelle. Aussi, on salue les gens de la Soupière Sainte-Rose aussi qui s'impliquent pour cette activité du 6 mars dernier. Et puis, j'espère pouvoir vous reparler l'an prochain avec encore une fois un beau bilan comme celui-là. Et vraiment, bravo. Très belle implication encore une fois de votre part. Merci. Merci. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui saute d'une relation à l'autre en fuyant le célibat. Qu'est-ce que ça signifie? Que cette personne est bénie par Cupidon ou qu'elle est dépendante affective? Je vous présente mon invitée aujourd'hui, la sexologue Julie Fournier. Bonjour Julie, ça va bien? Allô, oui, merci. C'est vrai, on connaît tous quelqu'un qui n'est jamais célibataire. Mais qu'est-ce que la dépendance affective? Comment définis-tu ce terme-là? Bien, ça ressemble beaucoup à de l'amour, hein? Donc c'est difficile de distinguer l'amour de la dépendance affective, mais l'élément central, c'est vraiment la notion de souffrance qui est associée à la dépendance affective. La souffrance, en fait, elle est reliée au fait que la personne qui est en situation de dépendance affective va vraiment s'abandonner. Elle va s'oublier pour l'autre personne dans la relation parce qu'elle a l'impression, elle mise tout sur la relation parce qu'elle a l'impression qu'elle n'existe pas autrement. Sans la relation. Exactement. Elle existe uniquement au travers des yeux de l'autre personne. Donc, la relation prend vraiment toute la place. La personne qui est dépendante va vraiment s'accrocher à l'autre pour répondre à ses besoins affectifs parce qu'elle n'est pas capable de le faire par elle-même. Donc, ça devient très, très nocif et souffrant, en fait, parce que l'autre personne, dans la relation de couple, va devenir la source de bonheur, mais aussi la source de souffrance en même temps. C'est ça qui est malsain. Dans la vie, on va voir, il y a des gens qui vont être très à l'aise à l'idée de vivre seuls, vraiment indépendants, alors que d'autres sont incapables de rester seuls. Est-ce que cette situation-là représente bien les gens dépendants affectifs des gens pas dépendants affectifs? Effectivement, il y a peut-être d'autres facteurs à tenir compte aussi dans l'équation, mais c'est sûr qu'une personne qui est dépendante affective, donc une personne qui a de la difficulté à rester seule, c'est simplement parce qu'elle se sent vide autrement si elle n'est pas en relation. Ça lui prend toujours quelqu'un pour lui refléter qu'elle est une personne, qu'elle a une valeur personnelle, lui donner une estime de soi. Parce qu'elle-même, elle n'a pas d'estime d'elle? Bien, généralement, non. À certains niveaux, mais généralement, c'est difficile par elle-même de s'estimer, de se valoriser, en fait. On dit souvent que les dépendants affectifs sont en amour avec l'amour. Est-ce vrai? Ça dépend de la définition qu'on donne à l'amour, mais ils sont surtout en situation de dépendance à la relation amoureuse. Des fois, c'est un semblant d'amour. Là, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la définition qu'on donne à l'amour, mais elles sont surtout en situation de dépendance à la relation. Donc, elles ont besoin de la relation pour se sentir vivant, si on veut. Là. Si je prends un exemple vraiment concret, je connais des personnes qui vont, au début, rencontrer une autre personne, trouver la personne attirante et tout de suite vouloir développer une relation. Alors que d'autres, exemple moi, je rencontre quelqu'un, oui, je peux trouver la personne attirante, mais je ne vais pas nécessairement tout de suite vouloir m'embarquer dans une relation. Je vais prendre le temps d'être sûre que j'ai des sentiments. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui forcent les sentiments amoureux pour être en couple. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Oui, c'est possible. Puis aussi, il faut regarder c'est quoi les sentiments. Puis je pense que c'est pas forcé consciemment, de toute évidence, là, les sentiments. C'est vraiment, ils ont vraiment l'impression de ressentir quelque chose. Mais est-ce que c'est réellement de l'amour? Là, encore là, il faut se questionner. Souvent, c'est le reflet de soi, c'est l'impression de vivre. Donc, tu sais, ça fait surgir... Ça crée de l'euphorie. Exactement, ce qui fait qu'il reste dans la situation, tout ça. Mais en fait... Mais comment évaluer si c'est de la vraie amour ou non?
Bien là, ça, c'est une bonne question, encore là, mais je pense que c'est vraiment, il faut se fier à la notion de souffrance. T'sais, si la personne passe d'une relation à une autre puis qu'elle souffre énormément quand elle est seule ou qu'elle a besoin toujours de béquilles, si on veut, entre guillemets, là, de d'autres gens autour pour se sentir estimée, bien là, on peut se dire qu'elle est en situation de dépendance. Mais c'est pour ça que je disais, hein, c'est difficile de définir l'amour comparativement à la dépendance affective. Là. Je comprends. Dans la dépendance affective, il y a le mot dépendance. Et on le sait, toute dépendance est néfaste pour une personne. Dans le cas de la dépendance affective, qu'est-ce qui est le plus malsain au niveau psychologique? Comme je disais, je pense que c'est vraiment le fait que la personne s'accroche à l'autre pour avoir une estime, pour avoir une valeur, pour se sentir vivant. Et c'est ce qui fait que l'autre personne, elle est comme la source de bonheur, mais de souffrance. Donc, on remet entre les mains son bonheur à l'autre, alors que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre propre bonheur. Et puis là, c'est de s'accrocher à l'autre puis de ne pas être capable de répondre à ses propres besoins par soi-même. Je pense que c'est ça qui serait le plus... On a parlé ensemble, en plus, dans une autre chronique, de la manipulation amoureuse. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire le lien que les personnes qui sont dépendantes affectives peuvent être plus facilement manipulées? Oui. On pourrait faire un lien? Oui, parce que la personne s'oublie, elle va vraiment s'accrocher à l'autre, elle va vraiment se voir dans le reflet des yeux de l'autre personne. Donc, ça pourrait être plus facilement une personne manipulable, effectivement. Si tu devais me suggérer tes 4 meilleures solutions pour vaincre la dépendance affective, qu'est-ce que tu dirais? Malheureusement, on n'a pas de baguette magique. Non. Mais c'est sûr que d'abord, c'est de se regarder, de faire vraiment une introspection, de prendre le temps, de se dire, est-ce que je suis capable d'être toute seule, puis vraiment seule, puis est-ce que je suis capable d'être bien avec moi-même? C'est aussi peut-être de faire l'inventaire de nos relations. Est-ce que j'ai toujours eu le même modèle, le même pattern relationnel? Est-ce que c'est toujours la même personne qui quitte l'autre? Est-ce que c'est toujours les mêmes motifs? Donc, de faire vraiment un inventaire, ça peut être un retour pertinent. sur nos anciennes relations. Exactement. Intéressant. Donc, de vérifier qu'est-ce qui a moins fonctionné, tout ça. Donc, on peut peut-être se questionner à ce niveau-là puis avoir des réponses. Puis après ça, c'est vraiment d'entreprendre un travail sur soi. Là. Je le dis comme si c'était facile, là, c'est pas simple. Oui. Là. Mais c'est vraiment d'entreprendre un travail pour comprendre d'où vient ce manque affectif-là et voir comment on peut le combler par nous-mêmes aussi. Travailler à augmenter son estime personnelle aussi? Définitivement, oui. Est-ce que c'est peut-être un peu exagéré, mais peut-être se forcer à rester seul pendant 1-2 mois pour faire une introspection et se regarder, voir si on est capable d'être seul et qu'on est bien seul? Je dirais que ça dépend un peu des gens. Oui, ça peut être bon pour certains. Pour d'autres, ça peut augmenter grandement l'anxiété, puis finalement, c'est ingérable, puis on voit plus clair non plus dans cette situation-là. Parce qu'ils se forcent à faire quelque chose, donc ça, c'est peut-être un peu négatif. Oui, puis l'anxiété peut faire ça brouille les cartes, on voit mal. Donc, je pense vraiment d'aller chercher une aide autre qu'une béquille ou un conjoint, une conjointe. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut être bénéfique. Là. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Si vous souhaitez consulter pour la dépendance affective, je vous invite fortement à contacter un ou une sexologue. À la semaine prochaine. Le chanteur Étienne Drapeau, qui est victime d'un accident. Le chanteur Étienne Drapeau et son père ont été victimes d'un important accident le 14 mars au soir à Laval. C'est ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. M. Drapeau revenait d'une réunion à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et devait initialement d'ailleurs se rendre à Québec. Il a plutôt décidé de retourner à la maison, bon, avec le mauvais temps qu'on a connu. Et à quelques minutes de la maison, justement, dans une route à 2 voies, la voiture dans l'autre voie a dérapé. Et nous l'avons frappé de plein fouet pour raconter les dires de l'ex-académicien. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'accident. Le chanteur dit n'avoir pas eu peur pour lui. Je me suis surpris à ne pas avoir peur pour moi, mais surtout m'inquiéter pour mon père. J'ai vu son sac gonflable s'ouvrir pour le protéger. Assez intense comme expérience, ajoute-t-il dans sa publication. Le chanteur a publié d'ailleurs le lendemain une courte vidéo pour revenir sur ce qui s'est produit la veille, mais surtout pour rassurer ses fans. Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, qui participe à une mission parlementaire de relance de la coopération avec le Parlement haïtien. C'est à titre de représentant de l'Assemblée nationale du Québec et que le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, a participé à cette mission parlementaire organisée par l'Assemblée nationale à Port-au-Prince, en Haïti. M. Polo, qui a voyagé en compagnie de Dave Turcotte, député de Saint-Jean et un membre du personnel de l'Assemblée nationale, dans le cadre de cette mission qui a eu lieu du 14 au 16 mars dernier. Cette mission revêt un caractère important puisqu'il s'agit
s'agissait notamment de renouer des liens entre l'Assemblée nationale et les nouveaux élus haïtiens et de relancer ainsi cette relation parlementaire bilatérale entre le Québec et Haïti. Cette mission et ces rencontres ont également servi, dit-on, à mieux comprendre les besoins en matière de renforcement des institutions démocratiques haïtiennes et offrir éventuellement un accompagnement de la part du Québec. Et à ce titre, depuis 1996, c'est plus d'une trentaine d'activités de coopération qui ont été réalisées par l'Assemblée nationale du Québec en Haïti et dans le but de partager justement l'expérience ici au Québec de renforcement de ces institutions parlementaires. Plusieurs rencontres avec des personnalités politiques importantes ont eu lieu d'ailleurs. M. Polo a notamment rencontré le président de la Chambre des députés, M. Scholzer-Chancy, le président du Sénat, M. Yuri Latortue, puis l'ambassadrice du Canada en Haïti, Paula Caldwell-Saint-Onge. Je suis très heureux d'avoir participé à cette mission où j'ai pu réitérer la volonté de coopération parlementaire entre le Québec et Haïti auprès de nombreux élus et de hauts dirigeants du Parlement haïtien. L'avenir de cette relation entre nos institutions démocratiques s'annonce prometteur, de déclarer en terminant le député de Laval, des Rapides. Québec ne financera pas de projet d'égalité des sexes à Laval. La table de concertation de Laval en conditions féminines a appris que la région de Laval ne va pas bénéficier d'aucun financement, donc ni d'aucun projet en matière d'égalité pour les hommes et les femmes pour l'année 2016-2017, contrairement aux autres régions du Québec. Aucune somme n'a été attribuée aux organismes lavallois ayant proposé des projets pour le territoire de l'île Jésus. Les Lavalloises ont les mêmes besoins de soutien, de formation ou de réseautage que les citoyennes des autres régions du Québec à quelques mois des élections municipales de 2017, clame justement cette table de concertation. Sans financement à ce sujet dans la région pour une deuxième, par ailleurs, année consécutive, l'organisme ne peut répondre aux demandes. C'est un film qui est présentement à l'affiche, peut-être un plaisir coupable pour pas mal d'entre nous. Goon 2, le dernier des durs à cuire, qui met d'ailleurs en scène un Québécois, Marc-André Grondin, qui joue un peu le rôle d'un Flying Frenchman typique de la Ligue nationale, avec une belle distribution encore une fois. J'ai hâte de pouvoir en parler avec Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut! Oui, tu as vu le film toi aussi. Oui. Dis-moi tes états d'âme par rapport à ce film. C'est un plaisir coupable, comme tu l'as dit. Moi, j'ai adoré le premier et je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui n'ont pas aimé le film. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Je l'ai adoré pour ce que c'est. Je comprends que ça ne gagnera pas un Oscar, que ça ne gagnera pas de prix, mais pour ce que c'est, j'ai trouvé ça parfait. Puis il y a quand même une belle distribution. Sean William Scott qui reprend son rôle de Doug Glatt. Marc-André Grondin, j'en ai parlé tantôt. Liev Schreiber. Il y a Jay Baruchel qui est un Montréalais d'origine, mais qui est connu maintenant un acteur. Oui. C'est son premier film. Maintenant un acteur hollywoodien quand même relativement assez connu. Oui. Donc on a quand même une belle distribution. Mais moi, je trouvais que les gags pipi caca poil, parce que bon, c'est question de ça, c'est très au bas de la ceinture. Je trouvais que c'est pas très intello. Non, c'est ça. Il faut vraiment mettre la switch à up. Je trouvais qu'il tombait à plat dans ce film-là, ces gags-là, comparativement au premier. Ça se pourrait, mais moi, j'ai été voir le film quand j'étais assez fatigué. Puis de toute façon, je sais que j'ai pas besoin nécessairement d'être en top shape quand je regarde ce genre de film-là. Oui. Et pour ce que c'est parfait. Oui, le premier, c'était une espèce d'introduction au personnage de Doug Glatt, ce qui est parfait. Moi, j'adore ce personnage-là que Sean William Scott fait à la perfection. Et ça fait changement de ses rôles de baveux qu'il y a tout le temps. Oui, comme American Pie, par exemple. C'est ça. Et tu sais, tu m'as demandé tantôt, oui, il y a beaucoup de bons acteurs là-dedans. Bon, Marc-André Grondin, Elisha Cuthbert. Oui. Mais pourquoi est-ce que ces acteurs-là décident de réembarquer dans ce genre de film-là? Bien, vu que c'est le premier film réalisé par Jay Baruchel, moi, j'ai l'impression que ils se sont payés une espèce de trip. Le tournage a dû être juste super cool. Donc, je pense que c'est une des raisons, mais aussi Elisha Cuthbert, elle a travaillé pendant un certain temps, une couple d'années, justement, avec Jay Baruchel au début de sa carrière. Comme un ami d'enfance. C'est ça. Ce qu'il faut aussi préciser aux gens, c'est que c'est un livre. Hein? C'est basé sur un livre, ce film-là. C'est basé sur un fait vécu. Il s'appelle le vrai, il s'appelle Doug Smith. Et Doug Smith a fait un peu de boxe pendant un certain temps et
finalement, un de ses amis lui a dit « Hey, pourquoi tu vas pas te battre au hockey? » Puis c'est vraiment comme ça. Et il a commencé là-dedans et il a eu une certaine carrière. Et aujourd'hui, il est policier et il a été un coach dans l'organisation des Bruins de Boston. Donc, c'est quelqu'un qui a quand quand même... même... de gravité au hockey. C'est ça. Et il y a un aspect un peu Rocky, je trouve, à ce film-là, aux deux. Et d'où les scènes de bagarre, justement, les scènes sur la glace. Moi, ouais. Bon, mais en même temps, je trouve ça un petit peu... trop lourd, dans le sens qu'on voit trop de sang. Il y a trop de sang, puis c'est comme tiré par les cheveux. Je sais que c'était volontaire de la part de Jay Baruchel, mais à un moment donné, je trouve que ça devient lassant. Peut-être que tu trouves qu'il y en a eu trop. C'est ça? Peut-être, mais en même temps, les coups de tête, tu sais, je trouve que ça enlève le réalisme, entre guillemets, si on peut dire, du hockey. Là, je sais que c'est un film, puis en même temps, lui, c'était volontaire de faire un peu critiquer les puristes du hockey. Là. C'est peut-être parce que j'étais un ardent, vraiment, un adepte de hockey. Mettons que c'est totalement irréaliste si tu le compares à la série Les Boys, là. On s'entend, c'est sûr. Complètement. Mais les scènes de hockey, quand même, qui sont réalistes toutefois, là, qui ont été faites par de vrais joueurs, ça, faut le mentionner. Alors, je pense que c'est un film pour les irréductibles seulement, en quelques secondes. Mais moi, j'en suis pas, mais pourtant, j'ai adoré ça. On met son savoir, on regarde ça. On a aimé le premier, le deuxième, c'est une caricature du premier, ce qui est parfait comme ça. Et d'ailleurs, avec le fait qu'on a traduit le film un peu à la Slapshot en français par des Québécois, il y a Magali Lépine-Blondeau, entre autres, puis ça demeure succulent quand même, un peu dans la même optique que Slapshot. Au moins, on peut dire ça de positif de ce film-là. Alors, c'est à voir présentement à l'affiche, c'est Goon 2, le dernier des durs à cuire, présentement à l'affiche. Merci beaucoup. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. J'étais à l'écart de tous mes amis d'enfance, chasing dreams, essayant de toucher mes rêves sans même avoir un oreiller où je pouvais me toucher la tête. On est à la salle André Mathieu ce soir et je suis en présence de Corias qui a reçu carte blanche. Bonsoir Corias. Bonsoir. Tu as reçu carte blanche ce soir pour faire un spectacle et tu t'es entouré de femmes. Surprise! Oui, surprise. On m'a donné carte blanche puis c'était une idée que j'avais depuis longtemps de faire un show avec juste des filles vu que je suis dans un domaine qui est très masculin. J'ai tout le temps juste des gars avec moi sur stage, les rappers. Il n'y en a pas beaucoup des rappeuses, en fait, au Québec. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un show avec juste des filles, finalement. C'est ça. Et tu t'es inspiré du livre Les Superbes que tu as lu dernièrement. De quelle façon ça t'a touché, ce livre-là? Bien, il m'a été donné, en fait, par Marie-Hélène Poitras. Puis Léa Clermont-Dion, que je connais un peu parce qu'on s'est côtoyés. Puis c'était juste... je trouvais que c'était un titre qui avait rapport parce que le thème du livre, c'est de vraiment montrer la réussite des filles en société, de comment c'est encore difficile. Puis aussi, c'était d'actualité aussi. Il y avait des masculinistes qui sont attaqués de façon assez violente à elles. Donc, j'ai voulu un peu les honorer à ma façon. Puis c'était un beau titre de show. Corias et les Superbes, c'est concis, clair, puis ça résume un peu c'est quoi. Là. Puis, justement, on parle, par exemple, tu vas donner un spectacle avec les Sœurs Boulay qui vont être sur la scène et tu disais qu'ils ont échantillonné sur tes chansons? En fait, j'ai échantillonné les Sœurs Boulay sur mon dernier album, la chanson qui s'appelle Black Lights. Il y a un bout d'une de leurs chansons qui est dans le refrain. C'est le refrain de la chanson, finalement. Puis, donc, justement, on va jouer avec ça ce soir. C'est elles qui vont chanter ce bout-là dans la chanson. Donc, c'est ça. Et Safia Nolin aussi était là et elle a fait une collaboration avec toi. Oui, en fait, sur mon 3e album, Rue des Saules, on a une chanson ensemble. Américain, exactement. Mais j'ai été élevé par le rêve américain. La fresque est fausse, la fresque est mauvaise. Chantera ses louanges jusqu'à l'infini. Pourvu que le Dieu moqueur se montre, l'odeur de ses grands mots pourris. Puis ça allait de soi qu'elle soit sur le show parce que c'est une de mes bonnes amies. Ça fait depuis quelques années qu'on est amis. Fait que j'étais comme... quand je pensais à celle que j'allais inviter, elle, c'était la première, évidemment. Évidemment. Et puis, il y a Ariane Moffat aussi qui va être là. Ariane, qui s'est beaucoup prononcée aussi en tant que féministe. C'est quelque chose qui te rejoint aussi parce que toi, tu es identifiée natural born féministe, c'est ça? Est-ce que, suite à ta sortie, ou si on peut dire, est-ce que tu souhaites qu'il y ait plus d'hommes qui se disent féministes?
Oui, mais si moi, je peux en influencer, tant mieux. Tu sais, je pense qu'il y en a pas assez qui le disent ouvertement, qui sont féministes. Il faut juste que ce soit pour les bonnes raisons, puis il faut être conséquent quand on dit ça, parce que ça veut dire qu'on veut vraiment avoir l'égalité. Puis avoir l'égalité, ça veut aussi dire que tu veux pas dire ça juste pour te faire lancer des fleurs, pour te faire dire que t'es donc bon. Parce que être féministe, c'est juste avoir une base de décence humaine, puis de vouloir l'égalité, ça devrait aller de soi, tu sais. Donc, oui, j'espère qu'il y en ait plus, évidemment. Puis tu as fait une tournée dernièrement dans les écoles à propos de... Parce que ce que tu dis, c'est que c'est l'éducation qui est important. Il faut vraiment changer les valeurs, puis pour ça, il faut aller à la base de l'éducation. Qu'est-ce qui te surprend de ta tournée comme ça? Est-ce que tu trouves qu'il reste tellement de travail à faire ou qu'est-ce qui ressort de ça? Ce qui ressort, en fait, ça fait juste me montrer l'ampleur du problème quand je vois des témoignages. Quand j'entends les témoignages après les conférences, il y a beaucoup de filles qui viennent me parler puis qui me parlent de leur expérience personnelle d'agression, d'harcèlement. Donc, ça me montre l'ampleur du problème, qu'il y a encore une culture du silence, que les filles parlent peu quand il arrive quelque chose, qu'ils se font encore shamer quand il arrive quelque chose. Fait que ça me permet d'avoir une étendue du problème sur le terrain directement, puis de parler aux gars, les yeux dans les yeux, ça aide à ça, je pense. Il y en a qui me disent des fois que ça leur a ouvert les yeux. Puis j'essaie de dire des trucs que moi j'aurais aimé entendre à leur âge, tu sais. C'est ça. Donc, parce que c'est ça, tu reçois du feedback des filles, mais c'est les garçons aussi que tu vas aller chercher parce que ils ont une part de responsabilité aussi là-dedans. Oui, il y a une part de responsabilité parce que la majeure partie des agresseurs sexuels sont des hommes. Pas la majorité des hommes le sont, mais c'est un fait que c'est à 98 %. Donc, c'est essentiel d'aller leur parler à un jeune âge, je crois, puis les éduquer sur l'aspect social de la sexualité, pas juste ce qui est technique, là. Donc, puis malheureusement, il n'y a pas d'éducation sexuelle adéquate encore. Donc, Puis, tu sais, on en parle, la culture du viol. On entend aussi parler des journalistes ou des femmes qui font des billets, qui en viennent qu'à se retirer maintenant parce qu'ils sont plus capables d'avoir des commentaires négatifs, sexistes. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on fait juste en parler ou tu as l'impression qu'il commence à avoir un mouvement de changement? Je pense qu'en parler fait que ça démystifie beaucoup de choses parce que c'est une expression qui a été bien galvaudée, culture du viol, féminisme et tout ça. Les définitions parfois sont pas claires, mais d'en parler ouvertement, je pense que ça permet d'avoir des conversations là-dessus. Puis moi, j'essaie de regarder les petites victoires là-dedans. Je pense qu'il y a un progrès qui se fait. Puis que ça prend du temps. Il faut pas être trop pressé puis vouloir le changement demain matin. Il faut bâtir tranquillement, un pas à la fois. Fait que j'essaie de voir les petites victoires là-dedans, puis il y en a. C'est certain qu'il y en a. C'est certain que ça va être des petits pas, mais c'est des petits pas. Ça mène à quelque part. Mais merci beaucoup, puis on vous souhaite un super bon show avec tes superbes ce soir. Merci Corianne. Merci à vous. Donc, bonjour Annie Brocoli. Bonjour Maxime Landry. Vous êtes porte-parole depuis plusieurs années de Opération Enfant Soleil. Et puis, qu'est-ce qui vous pousse année après année à vous impliquer? Il y a forcément un appel, un petit quelque chose qui vous rappelle à chaque année de vous présenter et puis de faire cette tournée de médias et puis de vous impliquer dans le Téléthon.
Mais c'est devenu quelque chose qui fait partie de notre vie, en fait. Moi, ça fait autour de 13 ans que je suis auprès de l'Opération Enfants Soleil. Puis, je pourrais pas m'en passer, tu sais. C'est vraiment quelque chose, égoïstement, qui me fait du bien. Ça ramène les choses à la bonne place. On sait qu'on fait une différence. On se sent fort parce qu'on est une gang. Il y a comme tout le Québec qui nous supporte. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va distribuer les sous. On rencontre les parents, les enfants. C'est juste bon pour notre santé, en fait. Puis moi, si je regarde autour de moi, je suis vraiment extrêmement chanceux parce que dans mon entourage, les enfants qui gravitent autour de moi sont en santé. Fait que je me dis qu'est-ce que je peux faire justement pour aider. Puis ça fait quelques années aussi que je suis avec Enfants Soleil, puis ça devient une famille, mais pour vrai, dans le vrai sens. Puis on s'appelle, puis on se donne des nouvelles, puis les enfants qu'on rencontre et leur famille, nos Enfants Soleil, ben on développe des liens, puis on veut avoir de leurs nouvelles, savoir comment ça va. Puis c'est vraiment c'est une grande famille. Dans les dernières années, vous dites que vous prenez des nouvelles, des trucs comme ça, il y a forcément une histoire qui vous touche plus qu'une autre, un nom qui vous revient, sans nécessairement le nommer. J'imagine qu'il y a forcément des histoires, des petites histoires d'amour un petit peu particulières avec certains gens que j'imagine. C'est dur à dire parce que pour vrai, chaque enfant, chaque famille a sa particularité, a quelque chose qui nous touche. Bien sûr, il y en a qu'on revoit plus, il y en a qui nous écrivent plus, mais chaque histoire, chaque enfant a vraiment sa place dans nos cœurs, là, c'est dur à dire pour moi, en tout cas. Mais chaque histoire est unique, premièrement, puis chaque histoire, on dirait qu'elle nous arrive à un moment aussi où, au moment où il faut. Tu sais, il y a tout le temps un enfant qui nous dit une phrase, puis cette journée-là, c'est cette phrase-là qu'il fallait entendre. Mais ça, c'est vraiment particulier quand on s'arrête puis qu'on est à l'écoute des histoires puis des gens. Puis nous, ben, on est là pour ça. On est là pour aller rencontrer les familles, les écouter, nous raconter leur histoire, en espérant que ça leur fasse du bien puis ça leur mette un sourire dans le visage quand on va les visiter. Mais en même temps, c'est à nous que ça l'apporte tellement, tu sais, puis on ressort de là tellement grandi. Puis c'est surtout, comme tu le disais tantôt, c'est que ça remet les choses en perspective. Ben oui, c'est que tu te dis, OK, si un matin je me lève puis ça me tente plus ou moins d'aller travailler, on va se calmer, là, tu sais, on fait comme... Ça remet les choses en perspective. Ça donne un peu, tu sais, world trying to matter, on veut tous comme faire une différence. Puis avec la famille d'Opération Enfants Soleil, ça fait qu'on sent qu'on peut apporter un peu de magie, tu sais. On veut tous faire ça, faire une différence. Puis avec cette machine-là, cette famille-là, on y arrive, ça apporte une petite étincelle dans l'œil d'un enfant ou des parents. C'est comme si on s'arrêtait pour eux aussi, au Téléthon, tu sais. Puis ils sentent que le Québec est en arrière d'eux, puis c'est magique, finalement. Donc, le Téléthon, Opération Enfants Soleil, va se passer le 4 juin. J'imagine que vous allez en faire partie. Allez-vous faire partie de l'équipe d'animation? Allez-vous faire des performances, des trucs comme ça? Annie et moi, on l'anime, le Téléthon. Il y a une grande équipe qui est là. On est une dizaine d'animateurs tous ensemble. On est là toute la journée de 7 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une chanson spéciale? Ben probablement. vu qu'on chante tous les deux, on va sûrement... Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas chanté au Téléthon le matin parce qu'on animait un petit peu plus tard puis qu'on finit 7 h la nuit. Mais là, je vais faire une demi-heure de brocoli le matin. J'ai bien hâte avec l'animation et tout ça. Fait que ça va être bien trippant. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Depuis 1988,
Opération Enfant Soleil partout sur le territoire québécois a distribué plus de 210 millions. Et sur le territoire lavallois uniquement, c'est 939 780 $. Les fonds seront utilisés pour l'achat de 2 appareils de photothérapie pour le traitement de la jaunisse et un autre de spirométrie pour les traitements ambulatoires. Stéphanie Léveillé-Denis, TV9 Laval. Un jeune nommé entraîneur de l'année au pays, Marc-Olivier Beauchamp des Nomades du Collège Montmorency, l'entraîneur de basketball masculin de l'année 2016-2017 de l'Association canadienne du sport collégial. Bel honneur. Il a reçu d'ailleurs ce prestigieux prix le 15 mars à l'occasion du banquet des championnats canadiens organisé pour l'occasion à Allen College. C'est à l'île du Prince-Édouard. Et Beauchamp qui a mené Montmorency une fiche de 13 victoires et une seule défaite, lui procurant le premier rang du classement général au Québec. Les Nomades se sont également qualifiés pour les nationaux pour une deuxième saison d'affilée en défaisant les Cheetahs du Collège Vanier au compte de 85-71 en finale de conférence. Et Marc-Olivier a une pensée pour son bon ami bras droit Étienne Wilsey qui, pour tous ses joueurs, mais surtout pour son épouse enceinte de 38 semaines qui est restée à la maison. Le couple attend un 3e enfant. C'est flatteur de recevoir pareil honneur, souligne Marc-Olivier Beauchamp. Ça m'a surpris de gagner ce titre. Nous avons connu beaucoup de succès au cours des 2 dernières années en participant en 2 championnats canadiens. Je le dois surtout à mon équipe. Et Marc-Olivier a réussi à développer les aptitudes individuelles de ses joueurs pour les préparer pour le niveau universitaire. Ses équipes sont toujours bien préparées pour ses opposants, souligne dans un communiqué Jeff Harris, qui est commissaire du basketball masculin, justement, de l'ACSC. 10 anciens protégés de Beauchamp évoluent dans les universités canadiennes à McGill, Laval, l'UQAM et Calgary. Le fait d'être enseignant en éducation physique au Collège Montmorency lui a permis de nouer des relations étroites, d'ailleurs, avec ses étudiants athlètes. Alex Lochard et Kevin Civil, des Nomades, ont également été honorés lors de ce banquet. Il figure parmi les 10 meilleurs athlètes masculins au Canada. Du côté féminin, Maëlle Gilles des Nomades faisait partie des 10 meilleures joueuses au pays. Elle a reçu sa plaque en Alberta où se déroulent les championnats canadiens, mais cette fois chez les filles. Les Nomades, toujours en vous en parlant, amorcent ces nationaux très en force les formations de basketball des Nomades du Collège Montmorency qui ont connu l'ivresse de la victoire à leur premier match au championnat canadien collégial. Le 16 mars, d'abord, les hommes de l'entraîneur Marc-Olivier Beauchamp l'ont emporté difficilement par le pointage de 86-84 contre les Kodiaks de Lethbridge à Allen College à l'île du Prince-Édouard. Kevin Civil a été littéralement la bougie d'allumage en inscrivant 25 points. Il a été proclamé joueur par excellence de la rencontre. Nous avons accordé beaucoup trop de rebonds offensifs, 19 en première demi, analyse Beauchamp. Les Kodiaks ont joué très physique et ils pratiquaient une défensive de zone. Ça nous a ébranlés. Nous nous sommes ressaisis en deuxième demi. Nous menions pas 10 avec 30 secondes à faire au match, ajoute-t-il. Les gars affronteront la formation de Vancouver. Au moment d'enregistrer ce bulletin, nous ne connaissions pas donc les résultats. Et du côté féminin, les protégés de l'entraîneur Martin Forcier ont eu le meilleur sur les Mystics de Mount Saint-Vincent par la marque de 75-58 en Alberta. Les 2 meilleures équipes au pays n'ont jamais regardé derrière elles. Il y a Frédéric Beauchamp qui a reçu le titre de joueuse du match. Et enfin, les joueuses des Nomades vont croiser le fer avec les Kodiaks de Lethbridge en demi-finale. C'est toujours un immense plaisir de le retrouver, peu importe pour lequel sujet, son talent de vulgarisateur, son teint de peau, sa mise en pli de cheveux toujours aussi impeccable. Bref, il a une petite barbe aussi de 3-4 jours, toujours aussi sexy. Il ne fait même pas ses 41 ans. Je viens de détruire un mythe. On pensait que tu en avais 32. Et voilà! Stéphane Duchamp, salut. Mais comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci, merci. Mais on parle de sujet plus... Je commençais un petit peu en étant très léger. Oui, c'est ça. Mais par contre, tu nous parles du projet de règlement concernant les animaux de compagnie à Laval et ça vient de tout juste d'être adopté à la fin février. Oui, c'est exactement, mais c'est officiellement le 1er avril, puis c'est vraiment pas un poisson d'avril, on vous le dit comme ça. C'est vraiment pas ça, parce que tous les chiens et les chats vont être obligés d'être enregistrés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aller soit à la ville, il va y avoir en fait, il faut les enregistrer, il y a des frais, je vais vous en parler. Mais avant toute chose, je veux vraiment sensibiliser tout le monde parce que... Au bienfait de faire un micro-puçage pour assurer la
traçabilité. Là. C'est ça, exact. Parce que c'est très important d'être responsable de son animal. Donc, on parle des chiens surtout parce que c'est les chiens et les chats. C'est vraiment ça. Parce que les poissons, on s'en fout un peu. Là, ils font pas grand-chose dans la vie, les autres. Fait que vraiment, c'est être responsable de votre chien. Donc, ils causent des dommages sur les propriétés. Ils vont manger vos fleurs. Puis ne serait-ce que de prévenir ce qui est arrivé l'an dernier, l'histoire des pitbulls. Les pitbulls, effectivement. C'est bon, on veut pas faire de discrimination ou cibler une race, mais c'est arrivé avec ces animaux-là. Exactement. Puis à Montréal, c'est rendu, il y a une guerre quasiment à l'interne pour ça. Puis ici à Laval, bien, on est à côté, fait que c'est un peu ça également. Donc vraiment, justement, on parle des pitbulls. Bon, tu sais, les animaux qui vont tenter de mordre, de blesser, soit une personne, un animal. Les chiens qui aboient. Tu sais, parce que là, on a l'été qui s'en vient. Tu reçois des amis, tu te fais un barbecue dehors. Et là, le deuxième ou troisième voisin que je salue d'ailleurs, parce que c'est de lui que je parle. Ah, OK. Mais sans concerner, sans viser. Là. Exactement. Il s'appelle comment? Je ne sais même pas son nom. OK. Je sais même pas le nom de son chien, mais je sais qu'il jappe en tabarouette. OK. Tu sais, non, mais c'est parce que c'est ça. Le chien jappe, puis... ça dérange tout le monde. Ça hurle, puis tu sais, on veut la tranquillité. Tu sais, on veut se relaxer, mais on peut pas. Fait que le chien qui jappe, ça, il va y avoir aussi des règlements pour ça. Et les chiens qui ne sont pas en laisse. Et si, mettons, on retrouve le chien sur le troisième voisin, ça, il faut vraiment sensibiliser ça puis régler ça parce que il y a des enfants, surtout dans les quartiers résidentiels de jeunes familles. Puis est-ce qu'il est question de muselage? Oui, muselage, je ne l'ai pas lu là-dedans, mais par contre, oui, ça va venir. Il y a des laisses. Donc, je vais aussi parler des chiens dans les parcs parce que, savais-tu que c'est juste à Laval qu'on peut avoir les chiens sans laisse dans les parcs? On peut les laisser courir. Ouais. Je savais pas, comme au centre de la nature, par exemple? C'est en plein ça. Okay. C'est sûr que, tu sais, on ne laisse pas aller à 3-4 km à un moment donné, là, mais quand même tout proche, tout ça, on peut avoir... et on peut avoir jusqu'à 2 chiens. 2 chiens sans laisse, sans exactement, par propriétaire. Là, c'est ça, par famille, tout ça. Fait que ça, c'est le fun à savoir. Fait que, au moins, on est là. Et, bien sûr, à Laval, les médailles pour les chiens, ça va être obligatoire à partir du 1er avril. Fait qu'on donne un délai aussi, quand même, aux gens pour pouvoir se plier à la réglementation. C'est ça. Parce que, tu sais, on en parle partout. Puis, de toute façon, ce qui va arriver, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a des gens qui vont venir cogner à la maison. Ils vont prendre le compte des animaux, mettons 2 chiens, 2 chats. Parce que les chats aussi, je vais en parler là. C'est comme la médaille qu'on achète, qu'on fait chaque année. Là. Exactement. Alors, c'est un peu le même genre. Bon, c'est sûr que pour les chiens, le coût va toujours rester pareil. C'est 27 pour qui sont enregistrés. Pour les chats, par exemple, c'est nouveau. Donc, pour 2017, le permis va être gratuit. OK. L'année prochaine, en 2018, ça va coûter seulement 7 et en 2019, ça va être 15 pour les chats. Parce que même moi, au début, j'étais comme, les chats... oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sortent pas à l'extérieur. C'est ça. Les miens, à la limite, restent sur le balcon. Pas de fleurs, puis... Non, c'est ça, exactement. J'ai un teaser gun à la maison. Commence pas ça, toi. Il y a du monde qui écoute qui pourrait te prendre au sérieux. C'est des blagues. J'espère. Fait que donc, c'est ça. Fait que pour les chiens, c'est 27 Donc, les propriétaires qui peuvent faire leur achat, donc c'est au comptoir multiservice ou lors de la visite du préposé à domicile. Donc, il y a toujours la vaccination aussi, la stérilisation, parce qu'on sait qu'il y a souvent des chats, l'accroissement de la population, les chats errants et tout ça. Fait que ça, c'est important de pouvoir avoir un contrôle aussi. Là. Écoute, moi, tu veux parler des chats? T'as eu une famille, toi, chez vous, d'une portée? Écoute, c'est parce que moi, ça fait 8 ans que j'étais à Sainte-Rose. Et nous, c'est un nouveau quartier. Puis, à un moment donné, il y a un bois tout près. Puis... Ma blonde, elle a eu la fâcheuse idée de nourrir un petit chat qui était cute. Tu commences à mettre ta blonde là-dedans? Je commence à mettre Non. Et écoute, ça a pris 2-3 semaines. On avait une famille. Ils venaient tous à la maison. Okay. Non, mais c'est parce qu'il y a vraiment une on va dire... je comprends ce que tu veux dire. Je pense que les gens se comprennent ce qu'ils veulent dire. C'est qu'il y a un accroissement de population, puis il faut avoir un contrôle aussi sur... parce qu'en même temps, ces chats-là, justement, souvent, peuvent devenir néfastes un peu pour... c'est parce qu'il y en a trop, puis là, ils viennent... ils viennent près des maisons. C'est ça. Écoute, tu sais, l'urine de chat, parce qu'il y a des mâles là-dedans qui font leur territoire. Aussi. Toi, tu fais ton territoire? Moi, je le fais tout le temps. C'est ça, je disais. À chaque matin. Et voilà, exactement, en commençant. Bon, on parlait tantôt de la stérilisation obligatoire. Donc, c'est vraiment, comme on dit, afin de stopper les problèmes de surpopulation des animaux non désirés. Parce que là, il y a des... tu sais, là, on s'entend, là, le mois de juillet... le micropuçage. Oui, exact. Puis, tu sais, là, les gens, plus ça va, tu sais, ils vont déménager, ils laissent le chat là, il s'en va, il revient 2-3 semaines après. Bien, avec le micropuçage, ça va être réglé parce que, premièrement, c'est pas trop cher et c'est reconnu
reconnu comme étant fiable et durable. Donc, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire... en fait, c'est comme un genre d'injection qu'il va donner à l'animal. Oui. Et, bon, un coup que la micropuce va être implantée, c'est bon à vie. Donc, c'est une fois, c'est réglé, on n'en parle pas besoin de repayage chaque année. Non. Et je sais que la ville aussi de Laval s'est dotée d'un centre pour accueillir les animaux, justement, égarés, tout ça, là, dont tu faisais référence un petit peu plus tôt, investi massivement. Là. Exact. Donc, je trouve ça intéressant que la ville combatte ça pour, justement, enrayer le fait qu'il y a des animaux qui sont abandonnés. Ben oui, parce que, ça a comme pas de tu bon disais, des histoires d'horreur. Le chat est laissé dans un appartement à 30 degrés pendant quelques jours, pas d'eau, rien. Non, c'est ça. C'est d'horreur, des histoires d'horreur comme ça, on en entend trop. Là. Puis ça, de toute façon, la ville de Laval est sensibilisée, puis ils veulent plus de ça. Puis en même temps, c'est aux propriétaires à faire attention. Tu sais, c'est nous autres que des animaux, on en veut, bien, il faut faire attention, on en prend soin. Donc, à compter du 1er janvier 2019, tous les chiens et les chats sur le territoire de Laval devront être munis d'une micropuce, donc chats et chiens. Oui. Et le service sera offert dans tous les établissements vétérinaires. Et je dois te raccourcir ça. Oui, parfait. Alors, site Internet? Oui, site Internet www.laval.ca, section animaux. Vous allez toutes trouver les informations que j'ai pas eu le temps de dire. Et section plaisir? Toujours garanti. Si ça se passe ici. Et voilà. Merci beaucoup. Salut, merci, mon frère. Salut, bye-bye. Je me trouve ici avec Monsieur le maire, Marc Demers. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être présent. Bien, merci de nous inviter ici. On est donc à une activité de financement. En quoi consiste l'activité aujourd'hui? À tous les ans, nous faisons un brunch annuel qui nous permet d'échanger avec les citoyens, avec nos membres, les gens qui nous encouragent, qui nous supportent. Et à tous les ans, on a environ 500-600 personnes et on est obligé de refuser. On a cette problématique-là. Alors, cette année, on a ouvert un petit peu plus grand et il y a plus de 1000 personnes qui sont ici. Et malheureusement, encore, on est obligé de refuser des gens. Aujourd'hui aussi, on en profite pour faire le lancement d'une pré-campagne électorale, rappeler ça aux gens que nous avons un rendez-vous cet automne en campagne électorale et faire part de notre vision de l'avenir en tant que parti politique à nos membres et leur annoncer aussi qu'ils pourront être consultés ultérieurement à l'Assemblée générale. Et ici, on est entouré présentement de gens. Voulez-vous nous les présenter? Oui, effectivement. M. Éric Moras, le président du mouvement Lavallois Équipe Franck-Lemers. Vasilios Carido-Janis, le représentant de Chemédé. Mme Virginie Dufault, membre du comité exécutif et représentante de Sainte-Rose. M. Gilbert Dumas, qui est aussi vice-président de la STL, et Mme Sandra Demel, qui est membre du comité exécutif et qui s'occupe de plusieurs dossiers fort importants aussi. Je me trouve maintenant avec une jeune maman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Victoria et Charlotte. Et qu'est-ce que vous venez faire ici au Mouvement Lavallois? Pourquoi est-ce que vous aimez ce parti politique? Bien, en fait, le Mouvement Lavallois, mon père est conseiller municipal dans le district de Marquerel-Fortin, Gilbert Dumas. Donc, on a connu le mouvement grâce à mon père. Moi, j'ai grandi à Laval. En fait, on est venu au monde. Puis, le mouvement Lavallois va vraiment chercher toutes les valeurs familiales que nos parents nous ont inculquées tout au long de notre jeunesse. Puis pour nous, c'était important d'encourager un parti politique qui prend à cœur les familles, qui va s'impliquer, qui redonne beaucoup. Tu veux te toucher, hein? C'est ça qui redonne beaucoup à la communauté. Aussi, tu sais, avec les développements, que ce soit le centre aquatique qu'ils veulent faire, tout ça, c'est toutes des choses que pour moi, ça manquait à Laval. Je trouve que c'est une belle réalisation. Donc, naturellement, bien, c'est aussi d'appuyer mon père, là, mais à la base, le Mouvement Lavallois, ils ont un programme qui, moi, m'interpelle beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye, bye, bye. Je
Je me trouve présentement avec M. David de Cotis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire suppléant et aujourd'hui, gros événement pour vous? Absolument, c'est notre brunch annuel du Mouvement Lavallois. Nous sommes fiers d'annoncer qu'on a plus que 1000 personnes ici aujourd'hui, 1000 personnes qui nous encouragent, qui nous supportent. Alors, c'est vraiment un succès et on aimerait vraiment remercier toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui pour nous encourager. Et l'an dernier, vous aviez 500 participants et cette année, 1000. Donc, est-ce qu'on peut dire que votre parti a doublé de popularité? Bien, c'est sûr qu'avec les années, plus de monde nous connaissent. Puis aujourd'hui, cette année, c'est une année électorale. Alors, du monde, il sort en grand volume pour nous encourager. Alors, c'est vraiment un bon signe. Et merci beaucoup, M. de Cotis. Bonne journée. Merci beaucoup. Je me trouve ici avec un couple qui a une histoire particulière à nous raconter. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi votre histoire particulière? Vous avez un écusson en ce moment. Ça représente quoi? À des armoiries de Laval, parce qu'on est grâce au maire Marc Demers. Alors, il a été notre célébrant à notre mariage le 17 septembre dernier avec ma femme, M. Marcel. Alors, comme on était le premier couple dans l'histoire de Laval d'être marié par un maire, alors, on a signé le livre d'or de la ville de Laval. Alors, ils nous ont donné les armoiries de Laval. On est les seules personnes à voir ça, les armoiries de Laval. Oh, quel bel honneur! En plus de célébrer l'amour, vous avez cet honneur-là. On se trouve maintenant avec M. Paolo Galetti, qui est conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on fait ici en ce dimanche matin ensoleillé? Incroyable. C'est notre brunch annuel. Et donc, on a plus de 1000 personnes ici aujourd'hui. Et c'est incroyable. Le sport, le mouvement grandit encore plus. Puis on est vraiment contents. Parce que c'est ça, l'an dernier, vous aviez eu 500 personnes. Et cette année, on parle de plus de 1000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a doublé? Bien, écoutez, le maire Marc Demers est proche des citoyens. On est une équipe sur le terrain, à proximité de nos citoyens. Donc, je pense que tout le monde commence à comprendre que Marc Demers et son équipe, on est là pour l'avenir et on est là pour leurs meilleurs intérêts. C'est ça, on sent évidemment que c'est très familial en ce moment. Il y a vraiment des enfants. Donc, c'est ça le citoyen ici à Laval. C'est ça qu'on voulait chercher. Je pense que c'est important de rapporter la fierté d'être Lavallois. Et donc, c'est ça l'objectif. Et comme vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose de très familial et incroyable. Bien, merci beaucoup et on vous souhaite un bon brunch. Bien, merci beaucoup. Ciao. C'est là-dessus que se conclut cette autre édition en ce début de printemps depuis quelques jours. Profitez-en très, très bien. Vous avez des commentaires, des suggestions qui bourgeonnent dans votre esprit. tvrl.ca d'ailleurs pour nous les acheminer très, très, très rapidement. N'oubliez pas non plus que tous les dimanches matins, le bingo qui est là pour vous avec 3 500 $ à gagner, dont 2 000 $ pour cette fameuse carte pleine. Alors, on n'oublie pas les dimanches ici à TV Laval, c'est bingo. À très bientôt.